Soyez les bienvenus dans le 19h glisse de la place du village. Très heureux de vous retrouver dans cette rubrique. Régulièrement dans le 19h, on parle de glisse avec justement notre consultant Marc Garcia. Chaque semaine, il nous fait justement un bilan complet des résultats de la glisse en ski, également aussi en biathlon. On parle de tous les sports de la glisse et pourrez également aussi lui poser vos questions en direct sur nos plateformes Facebook, YouTube et également aussi sur Twitch. Et pour justement, voilà, notre cher Marc qui apparaît. Bonsoir Marc. Bonsoir Johan, salut à tous. Comment ça va? Voilà. Bah, ça va très bien. Voilà, on a quelques petits soucis de pouvoir vous rejoindre tout à l'heure, Marc, juste avant l'émission. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Depuis Val d'Isère, Marc. Oui, de Val d'Isère. Je suis chez mon ami Benoît Angelo Nicou, qui est un gars du Grand Bornand et puis qui est directeur des stages compétition de l'ESTEF de Val d'Isère, qui m'accueille gentiment chez lui pour quelques jours. Donc voilà, je profite d'être chez lui et puis en même temps, super conditions ici sur le domaine du King Val d'Isère King. Beaucoup de monde. Je pense qu'il y a un taux de remplissage énorme et vraiment des conditions exceptionnelles. Voilà. Bah voilà, bienvenue Marc, merci d'être chaque semaine, également aussi pendant les Paralympiques, également pendant les JO qu'on a pu vivre ensemble pendant de nombreux jours pour juste analyser les résultats, pour également aussi poser vos questions. N'hésitez pas à le faire sur Facebook, sur Twitch et également aussi sur YouTube. Également, voilà, donc cette émission est diffusée aussi en télévision pour ceux qui veulent nous regarder tranquillement en haute définition. Allez, on va commencer Marc ce soir avec les tout premiers résultats. On va quand même revenir sur les Paralympiques qui se sont terminés dimanche, Marc, avec un beau palmarès pour les Français. Oui, un beau palmarès. En tout cas, on a terminé par les épreuves de ski de fond, mais en même temps les épreuves de ski alpin. Bon, un peu de déception quand même parce qu'on espère un peu plus de médailles, euh, surtout sur les épreuves techniques, notamment sur le spécial. Bon, vous avez vu des conditions atmosphériques assez surprenantes là-bas en Italie. Bon, c'est comme ça, c'est une course d'un jour. Bon, le bilan, je pense que le bilan est relativement positif pour l'ensemble de l'équipe de France paralympique. Mais on espérait quand même un tout petit peu plus pour être clair avec vous. Voilà, bon. Alors, on va quand même parler donc des médailles qu'il y en a eu. Il y en a quand même eu enfin deux, on va dire, en paraski de fond. C'est du bronze pour Anthony Chalençon et Florian Michelon. Oui, son guide, puisque ce sont des gens qui sont non-voyants ou en tout cas déficients visuels. Euh, Anthony, ce qui a la particularité, c'est que maintenant il fait du ski de fond, donc il a aussi commencé par le ski alpin dans les Paralympiques. Et puis du coup là, il a un peu bifurqué. Je crois que c'était une épreuve. On a vu le niveau qui devient de plus en plus important. On a vu les Chinois, une grosse équipe chinoise. On a vu, on en a déjà parlé, les Russes et les Biélorusses qui ont pu participer, donc des gens qu'on n'avait pas vus depuis un certain nombre d'années. Et en tout cas, une belle médaille de bronze pour ce magnifique tandem. Oui, c'était encore une fois une épreuve assez prenante, une belle épreuve pour terminer. Voilà, bravo à eux pour donc cette belle performance. C'était donc oui les tout derniers jours de ces Paralympiques, vraiment avec un très beau bilan. Oui, vous l'avez dit. Je pense que vous allez avoir après le tableau des médailles. Oui, un bon bilan. Encore une fois, on espérait beaucoup plus de la part, notamment des Alpins. Mais le nordique, on a vu entre le biathlon, entre le ski de fond, entre le relais, là, avec les non-voyants, c'était bien. Ils le méritent. On espère maintenant des jeunes qui vont arriver derrière. Mais encore une fois, Arthur, qui tombe en slalom à la première manche, en tout cas, Quintour qui remonte. Et on attendait beaucoup plus, pour être clair, avec aussi les fauteuils, avec nous, avec les autres, et globalement, le bilan est positif, mais bon, encore une fois, course d'un jour, c'est toujours, on espère toujours mieux quand on a des belles cartouches comme on l'avait au sein de l'équipe de France. Voilà, merci Marc pour cette analyse donc de ces Paralympiques. Prochain rendez-vous, c'est en 2030.
pour les Ouais, Paralympiques. on a encore vu, je sais pas ce que vous avez pu observer, encore une fois, félicitations à Cortina, une cérémonie, les cérémonies d'ouverture, et là, la cérémonie de clôture, de nouveau, la classe à l'italienne. Mm. Je tire mon chapeau parce que vraiment, il y avait vraiment tout ce qui correspond à cette philosophie, à l'histoire de l'Italie, avec une grande sobriété, avec une grande efficacité. Et vraiment félicitations, ils ont vraiment mis des moyens énormes. Et puis dans cette patinage, dans cette fameuse patinoire olympique de Cortina, c'était somptueux. Et maintenant, bah, le drapeau, en tout cas, ça y est, transféré. C'est à nous maintenant de se projeter. Et quand on parle de 4 ans, moi je dirais que c'est même beaucoup plus tôt que ça. C'est dans 3 ans. Et l'échéance arrive et il y a des challenges qui s'avèrent, à mon avis, compliqués, difficiles. Mais il va falloir que tout le monde se serre les coudes. Voilà, oui, c'est ça, c'est vite là. Et voilà, donc prochain rendez-vous pour les Olympiques, c'est en 2030. On aura le temps de revenir dessus avec Marc hein, régulièrement dans cette émission. On va continuer, Marc, et on va parler de retraite. C'est une bonne Ouais. nouvelle quand même aussi également. C'est toujours une bonne nouvelle de partir à la retraite. Notamment la skieuse dessaisie, Clara Diré, qui annonce mettre un terme à sa carrière. Oui, on a vu, on va voir. Hein, il y a quand même une annonce qui se succède. Hein. Il y a eu Adrien Oui. Théo avec un très bel hommage qu'il a pu avoir lors de la dernière épreuve de descente à Courchevel, ce qui n'a pas pu être réalisé pour Pinturo. Et Clara, lors de l'épreuve de Auray, là-bas en slalom géant, elle a finalement décidé, après tant d'années, de tirer sa révérence, 31 ans. Bon, elle a été, après Tessa Worley, elle a fait partie des leaders de ces géantistes françaises, qui sont d'ailleurs en construction, hein, la génération derrière. Et puis, bon, bah, après, c'est elle qui en prend l'initiative, c'est elle qui en prend la décision. Elle se retire. En tout cas, on ne peut que la féliciter. Elle avait aussi des graves problèmes de santé, quasiment une embolie à l'époque. Elle a failli, comme on dit, y rester. Et elle est revenue. Elle a pu réintégrer. Elle a fait des résultats. Alors, elle a une victoire en Coupe du Monde pour ceux qui ne s'en souviennent pas en flamme parallèle. Elle a aussi 5e place. Elle n'est pas passée loin des podiums. En tout cas, une belle géantiste avec une qualité, notamment dans les entraînements. Elle était toujours devant beaucoup de championnes, beaucoup de grandes championnes. Et puis un peu plus stressée, un peu plus tendue lors des compétitions. Mais c'est le quotidien des sportifs de haut niveau. En tout cas, félicitations à Clara. Je n'ai aucun doute pour sa reconversion, puisque vous savez, elle a fait des études, elle est pilote, pour l'instant pilote d'avion. Elle pense qu'elle va peut-être encore être encore meilleure, peut-être pilote de ligne. Oui, c'est toujours, en tout cas, ce qui est important, c'est de rendre hommage. Et quand, vous savez, quand les athlètes décident de s'arrêter, eh ben, je crois que tout a été bien pesé, bien réfléchi pour partir loin de tant d'années, de joie, de souffrance, mais en même temps d'expérience de la vie. Voilà. Donc voilà pour ce départ à la retraite donc de Clara, hein, donc qui met un terme à sa carrière de skieuse. Bravo à elle hein, également pour toutes ces années hein, au niveau de la glisse. Hein. Ouais. On va continuer, on va parler de retraite toujours, décidément. On va parler. Alors ça par contre quand j'ai reçu la notification sur mon téléphone, ça m'a un petit peu un peu étonné, hein, je vais vous le dire quand même, Marc. C'est Alexis, un peintureau qui a annoncé ce week-end qu'il prendra donc sa retraite sportive à la fin de la saison. Donc avec 34 victoires en Coupe du Monde, 3 médailles olympiques et 3 titres du champion du monde. Est-ce que vous avez été étonné de son départ, Marc? J'aimerais bien savoir. Absolument pas. Je n'étais pas du tout étonné. Bon, en plus, vous savez, il y a toujours la radio spatule, hein. Radio spatule est toujours là. Donc, on savait, on imaginait. En plus, avec la déception, avec le doute qu'il y avait des sélections olympiques, vous savez, les fameux quotas, mais aussi la façon qu'il fallait peut-être différemment se préparer. Le fait d'être monodiscipline, ça a handicapé énormément de champions, pas que les Français d'ailleurs, hein, dans beaucoup de disciplines.
C'était des décisions du CIO et de la Fédération internationale. Et Pintu, qui est plutôt quelqu'un qui a gagné quasiment dans toutes les épreuves, aurait pu peut-être faire du Super G, je pense, pour lui permettre d'intégrer une sélection potentielle pour les Jeux Olympiques. Alors là, il verra en finale de Coupe du Monde pour faire son dernier homme géant, je pense. Donc du coup, oui, Pintu, il a bien donné. Je pense qu'en France, en termes de victoires comme ça, je crois que c'est 34, si je ne me trompe pas, Mmh. la Coupe du Monde. Devant 34, oui. qui, devant, on dit que c'est celui qui a gagné le plus grand nombre d'épreuves. N'oubliez quand même pas qu'à l'époque, je dis à l'époque toujours, Jeanne Coutet, le grand Jeanne Coutet avait gagné un nombre incalculable de disciplines, de titres, il faisait non content d'avoir fait la descente, le slalom, à l'époque, il y avait le combiné, mais il gagnait aussi le saut à ski, et en même temps, il gagnait le ski de fond. Donc, Mmh. le palmarès de Jeanne Coutet est totalement énorme, avec pas de médaille d'or, des titres de champion du monde, des titres, mais Pintu, en termes d'alpin, sur cette dernière décennie, un peu plus, parce que c'est celui qui en a quand même remporté 34. Donc, non, il se retire. Je pense que après tout ce qu'il a vécu, et surtout, encore une fois, cette déception. Alors, l'année prochaine, je me dis, tiens, pourquoi il arrête? L'année prochaine, il y a quand même les championnats du monde qui ont lieu chez le voisin suisse, à Crans-Montana. Euh, Pensez-y, ce sera en février prochain. Après 2028, il y a une année sans, on va dire. Et ça reprendra 2029 et 2029 championnat du monde. Et 2030, il y aura les Jeux Olympiques. Donc, je pense qu'à un moment donné, encore une fois, il a pesé le pour et le contre. Après tout ce qu'il a vécu, et puis surtout de revenir de blessure, avec la complexité aussi, quand on prend aussi de l'âge, eh ben, Mmh. il décide de s'arrêter. En tout cas, félicitations à Pintu, comme on l'appelle, et puis j'espère à motiver et à faire rêver un bon nombre de skieurs pour essayer de devenir des grands compétiteurs. On va justement l'écouter, Alexis Pinturo, grâce à la Fédération française de ski qui l'a justement interviewé. C'était durant ce week-end. On écoute Marc, à tout de suite. Allons-y. Pour commencer, là, c'est moi qui prends la parole et dans un cadre du coup un peu différent. Après maintenant 15 ans de carrière, l'idée pour moi c'est maintenant de me retirer, de passer à autre chose. C'est probablement le bon moment, un moment où en tout cas j'ai longuement réfléchi depuis mes retours de blessure et surtout le retour de blessure de l'année dernière où l'objectif c'était de se reconstruire avec la meilleure perspective possible. Mais je savais aussi au fond que je ne ferais pas forcément beaucoup de saisons et depuis même très longtemps je savais que cette saison serait la dernière. J'ai pas voulu forcément communiquer trop tôt là-dessus pour éviter les différentes questions tout au long de la saison qui peuvent être assez rébarbatives sur le sujet. Et donc je préférais faire un communiqué de presse comme on l'a organisé aujourd'hui. Et donc voilà, ce sera ma dernière compétition à Afiel. Donc je serai au départ du géant là-bas en Norvège. Demain, je serai aussi au départ du Super G, mais en tant qu'ouvreur, histoire aussi de saluer le public français et remercier que ce soit bien sûr mon club, mais aussi tous mes partenaires, la fédération qui m'a longuement soutenu, et dire un grand merci à toutes ces personnes qui m'ont amené extrêmement haut et sans qui j'aurais jamais pu remporter l'ensemble de mes globes, de mes médailles, de mes victoires, de mes podiums et vivre toutes les émotions que j'ai pu vivre et partager avec ma famille, avec mes proches, avec mes coachs, avec mes partenaires, avec vous les médias aussi et puis le public bien entendu. Donc un grand merci à tous pour tout ça. Je pense que j'ai eu une vie riche, une vie remplie de plaisir, de bonheur. Quand je dis une vie, c'est une vie de sportif. Et maintenant commence une nouvelle vie finalement qui sera complètement différente, mais je l'espère avec autant de plaisir et de bonheur. Voilà pour la réaction d'Alexis Pinturo auprès de l'ensemble de la presse qui était réunie durant ce week-end, Marc.
Oui, exactement. Un peu la déception, je dirais, bon, vous l'avez entendu, il a donné lui-même ses propres explications. Et quand je vous disais que Radio Spatule fonctionnait et qu'on avait déjà un peu des prémices, et on savait un petit peu que Alexis allait arrêter. Bon, il a acheté un hôtel à Saint-Bon. Donc, il est aussi, son papa est propriétaire et sa sœur à 1850. Mais bon, légitimement, euh, eh ben, encore une fois, il l'a dit, il va faire la finale de la Coupe du Monde en Kiel. J'espère que l'ensemble de l'organisation et des athlètes, connaissant un peu le milieu, ils vont lui rendre un magnifique hommage, c'est celui qu'il mérite, parce qu'il a gagné, il a quasiment gagné géant, slalom, super G. Il ne semble pas qu'il ait gagné de descente, mais il a fait podium. Donc vraiment un palmarès unique dans le milieu. Et puis, il nous a bien fait rêver. Il nous a amené beaucoup de bonheur, de joie, des larmes de joie, et puis aussi de tristesse quand il était blessé. Et ben voilà, je crois qu'il n'y a rien, j'ai pas besoin d'en rajouter plus par rapport au discours, en tout cas ce qu'il vient de nous dire. Très noble hein, dans son discours, voilà, petit discours, mais vraiment très très bien résumé. Hein. Oui, oui, ouais, c'est plutôt quelqu'un d'assez introverti. Alexis, moi j'ai souvenir c'était en 2023 à Courchevel quand il a gagné ce titre de champion du monde au combiné. Et donc ça a été un bel événement chez lui, plus les médailles olympiques, plus les victoires en Coupe du Monde. Bon, voilà, c'est un grand monsieur qui tourne la page. Mais à un moment donné, il faut la tourner. Mmh. Et le côté beaucoup plus agréable, c'est que quand les gens décident, encore une fois, de s'arrêter, c'est beaucoup plus agréable pour eux que de subir, tout simplement, vous êtes viré d'une équipe et que vous avez plus moyen de continuer. Ça, c'est beaucoup plus de tristesse pour l'ensemble des compétiteurs. Mais là, Pintu, bravo, félicitations. Tu nous as bien fait rêver et tu nous as vraiment transporté. T'as représenté la France au plus haut niveau. Chapeau. Voilà, une retraite bien méritée, on peut dire. Ah oui, 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 bien mérité. Oui. Voilà, voilà donc pour Alexis Pinturo hein, qui a fait beaucoup parler de lui hein, durant ce week-end avec la presse s'inquiétait beaucoup après lui justement lors de son annonce hein, et surtout sa conférence de presse hein, qu'il a donnée justement voilà comme il sait faire tranquillement en expliquant bien entendu son départ. Voilà pour Alexis Pinturo, une belle page qui se tourne mais bien entendu on va quand même continuer nous Marc de parler cette fois-ci de biathlon, enfin une petite parenthèse sur biathlon quand même Marco. On parlait donc de la Coupe du Monde de biathlon. Hein, donc les deux relais mixtes qui se sont déroulés dimanche ont été difficiles. Donc justement pour les Bleus, hein, sur l'épreuve simple, l'équipe a été disqualifiée. Et sur l'autre épreuve, l'équipe a terminé à la 8e place. Hein. Oui, alors les épreuves hallucinantes, un vent horrible. Hein, on a vu Avec la météo. le truc de fou. Il y a eu 350 chez les hommes, il y a eu 350 fautes cartouches. Enfin, vraiment, ça rentre dans l'histoire du biathlon. Hein, autant de fautes avec des conditions atmosphériques compliquées, sachant que l'année prochaine en Estonie, donc puisque c'était en Estonie, il y aura les championnats du monde. Donc tout le monde se pose des questions. Hein, sur sur le site et la difficulté parce que ça a été vraiment la valse des surprises. On a vraiment vu des rebondissements, on a vu des gens qui mettaient tout à côté, qui faisaient des tours des tours de pénalité, enfin vraiment un truc totalement hallucinant pour ces fameuses compétitions de biathlon en relais simple et en relais mixte. Bon, on est passé au travers, mais bon, c'est comme ça. On a aussi vu d'autres équipes qu'on n'attendait absolument pas, qui sont montées sur le podium. C'est encore une fois la richesse du sport de haut niveau. Et encore une fois, j'ai vu les Américains, je crois, ils n'ont jamais monté sur un podium en Coupe du Monde. Enfin, ils finissent troisième sur le relais mixte. Enfin bon, il y a vraiment eu un week-end hallucinant. Autant pour nous les téléspectateurs, mais aussi pour les athlètes, pour le staff, pour notamment les grands responsables du titre, parce que c'était là que finalement on posait un problème avec des rafales, avec je dirais presque vraiment un scénario totalement inédit. C'est vrai que le temps était catastrophique durant
le week-end dernier. Hein. C'était Ouais, c'était ouais, très ouais, ouais, compliqué. ouais. Hein. Surtout samedi. Hein. C'est allait. Bon, dimanche, c'est un petit peu calmé, mais voilà. C'est vrai que c'était vraiment un week-end très compliqué, surtout pour ceux qui faisaient des compétitions à ce moment. Voilà donc pour le biathlon, hein, pour cette Coupe du Monde, Marc. Alors, on va parler d'un sujet que je vais justement aborder avec vous, justement Ouais. avec cette avalanche qui a eu lieu en Haute-Savoie. Hein, également, encore un skieur malheureusement a été enseveli ce dimanche au col du Rasoir du côté du Grand Bornand dans les Aravis en Haute-Savoie. En plus, il skiait hors domaine skiable. Il a été donc extrait conscient quand même de cette coulée de neige. Il faut toujours dire, soyez prudents. Il faut le tenir. On a cessé de le répéter pendant tout l'hiver. Et en plus, là, je crois pas qu'on soit dans le risque maximum de 5 sur 5. On est plutôt autour de 3. Mais il n'y a pas le risque de zéro n'existe pas, tout comme pour la mer d'ailleurs. Le risque zéro n'existe pas, en tout cas nous dans le domaine de la montagne, et encore plus sur le domaine hors piste. Vous voyez que malgré les informations différentes qui puissent évidemment essayer de sécuriser les gens, en tout cas le comportement. Vous savez, on ne pourra pas arrêter l'être humain dans son comportement, ses attitudes. Et encore une fois, il va falloir que les choses soient vraiment encore plus sévères, soyons clairs, hein, auprès des préfets qui prennent des décisions, auprès des maires aussi, qui interdisent carrément. Sous peine, on enlève le forfait, on met dehors les gens des stations, parce qu'encore une fois, non content que les gens passent plus ou moins au travers, que ça coûte aujourd'hui, et en plus on met au travers de la liberté, vous mettez en péril et vous mettez en danger les gens qui vont venir, soi-disant, en tout cas, qui vont venir vous essayer de vous trouver ou vous chercher. Donc vous n'êtes pas seul finalement dans ce genre de comportement et d'attitude. Il symbolise énormément de monde hein, pour secourir Ouais. une personne. Hein. Ouais. Ouais, non, mais après, peut-être qu'il va falloir intégrer comme pour l'automobile, comme pour la voiture, des images un peu plus percutantes. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de sortir 2, 3 gamins. Quand je dis gamins, 20 ans, 21 ans. Quand vous voyez l'état dans lequel ils sont et quand vous voyez le visage, le corps et tout, faut vous dire que ça vous marque pour un certain moment. Et peut-être que ça amènera un peu plus de sensibilité de la part des gens. Mais encore une fois, il n'y a pas de. Vous savez, vous avez un domaine skiable devant vous. Vous avez effectivement 10, 20, 30, 40, 100 crashs. Oh ben finalement, les 100 ça passe. Puis la 101e, elle passera peut-être pas. Et ça, c'est peut-être par méconnaissance, mais surtout, on joue carrément. À mon avis, les gens jouent facilement au jackpot. Ouais, et là-dessus, malheureusement, c'est souvent des drames. Et encore, ça engrange des frais, ça engrange aussi des risques pour nous, les moniteurs de ski, mais aussi les secouristes, qui devront intervenir pour aider les gens. Et là, ça devient, cette année, le chiffre est totalement hallucinant, quoi. Alors, on en a combien actuellement de personnes décédées? Je crois qu'on en a plus de 34. 34, ouais, plus de 30, ouais. Voilà, ouais, donc c'est énormément hein, en l'espace de quelques mois, hein, parce que l'hiver ne dure pas non plus bien longtemps et Oui. c'est quand même. Et là, on parle des Alpes françaises. On n'intègre pas ce qui s'est passé en Suisse, en Italie, en Autriche et dans d'autres pays, quoi. Donc oui. Voilà pour donc ce sujet hein, sur les avalanches. Donc soyez prudents. Donc on vous le répète très souvent chez nous dans la place du village. On va revenir également sur cet article hein, qu'on a parlé dans les infos hein, qui va donc se dérouler du côté de Morzine-Avoria et également de Pradis-Soman qui accueille justement les championnats de France hein, de paraski qui se déroulera du 21 au 23 mars prochain. C'est très bientôt. Justement, voilà, encore un très beau événement également après ces JO du côté de Milan-Cortina, Marc. Hein. Oui, on aura tous nos Paralympiques qui seront de retour et qui seront, en théorie, qui seront au championnat de France, sauf blessure ou autre chose. Mais en plus, Morzine, vous parlez de Morzine, on a eu notre ami Johan Taverlet, en tout cas, vous vous souvenez, on l'a interviewé, le seul délégué FIS
handicapé qui fait partie des Dégaisses classiques, qui était à Milan Cortina, qui est de Morville, donc il sera aussi chez lui. J'encourage à aller voir ces champions, mais pas que. Les épreuves telles qu'elles sont, en espérant que la météo soit de la partie. C'est ça aussi également, parce que la météo est très très changeante en ce moment là. Hein. C'est vrai que le mars-avril, c'est toujours des mois un petit peu compliqués. Voilà, donc c'est pour ceux qui vont aller voir justement cet événement, c'est du 21 au 23 mars donc prochain, donc du côté de Mordine Avoria et de Prady Soman qui accueille donc cette compétition. Alors j'ai une petite question, Marc, justement, de Bob Toussaint sur YouTube. Bob qui nous demande justement que quand un coureur qui part en retraite, est-ce que ces skis sont donnés à un autre coureur, surtout en vitesse? Ça, c'est une très bonne question, dis donc, oui. Qu'est-ce qu'il en fait de ces skis? Ça, alors bon, vous avez vu que tous ces mecs-là enfin, je veux dire, Peintu, il parle de Peintu, Adrien Théo, ils ont un nombre incalculable de paires de skis, hein. Ça, c'est des choix spécifiques au sein de l'entreprise, puisque de mémoire, Peintu, il est aide, mais aussi Adrien Théo est aide, ou Clara Dires, qui est maintenant qui était chez Binastar, pour citer les trois. Après, c'est des décisions internes à la boîte, aide, qui puisse décider quel type de ski on peut garder. Il y a des skis qui vont plus ou moins vite. Alors, pour la petite, on va dire histoire, quand je dis histoire, c'est un peu le secret, c'est que en début de saison, on avait Val Gardena en descente, à une grande classique, et je sais que le fils de Luc Alphand a utilisé une paire de skis qu'avait utilisé au préalable Johan Claret, qui avait été vice-champion olympique. Donc vous voyez que c'est des choses qui restent possibles, et encore plus au niveau de la vitesse, parce qu'en général, ils essaient de conserver les skis, mis à part le fait que ça brûle les semelles. C'est-à-dire que le chauffement du ski et de la semelle sur la neige, à un moment donné, si le phare n'est pas suffisamment dur, on arrive à brûler les semelles. Et là, pour le coup, le ski, il faut le mettre à la poubelle. Les épreuves techniques, en général, elles sont plus les skis de slalom et géant, ils sont en général, on les réutilise peu parce qu'ils sont fatigués, ils sont claqués, ils sont morts. Alors après, peut-être que les dernières paires de skis qu'il a pu utiliser peuvent être transmis, mais c'est une décision interne en fonction de chaque marque et en fonction aussi de ce que pourra dire Peintu. Il avait une paire de géant en 498, 195. C'était le super. Ils sont encore en bon état et d'en faire profiter d'autres athlètes. Ça reste dans le domaine du possible, évidemment. Voilà, donc par rapport à ces skis qui sont donnés à un autre coureur, surtout en vitesse. Et puis également une question très intéressante de la part, toujours sur YouTube, de la part de Andy Morrison qui nous suit actuellement. Est-ce que Marc Grasset peut-il nous expliquer cette histoire de 3,4 millions d'euros d'amende infligée à l'ESF par l'autorité de la concurrence? Alors j'ai pas vu tout le détail non plus. En l'occurrence, c'est que comme on est tous travailleurs indépendants, il y avait une charte, il y avait des on est tous travailleurs indépendants, hein, on est pour un régime en général de micro-entreprise, pour être clair, pas que, mais en l'occurrence, il y avait ça ne permettait pas en tant que travailleur indépendant, vous êtes affilié à une école de ski, il n'y avait pas de possibilité de pouvoir travailler d'une manière indépendante hors structure interne d'une école de ski. Et donc, c'est certainement maintenant, avec la communauté européenne, et du coup, c'est ce qui est remonté, parce qu'il y a eu des sujets au travers de certains moniteurs ou monitrices de ski, et qui ont fait que, après, on a eu l'information aujourd'hui sur la presse française, et pas que. Aujourd'hui, je pense peut-être qu'ils vont faire appel. J'ai pas le dossier complet, j'ai juste, tout comme vous, j'ai survolé un peu cette information-là. Voilà, en tout cas, c'est le sujet aujourd'hui avec le libre-échange et la non-concurrence. Il faut qu'il y ait vraiment une possibilité. Donc, il semblerait qu'il soit apparemment en total, enfin, c'est illégal. Donc,
aujourd'hui, voilà ce qui arrive, c'est qu'il y a 3 millions, 3 millions 4 ou 3 3 millions millions 5. 4. Aujourd'hui, c'est quand même des chiffres énormes. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui au niveau de l'information, en sachant que, la discussion, c'est de savoir euh, qui a instauré ce genre de truc, qui a cautionné ce genre de situation, et de quelle façon. Il n'y a pas de raison que l'ensemble des certains, les moniteurs n'étaient peut-être pas au courant de ça, payent pour des gens qui ont cautionné ce genre de situation et de comportement qui aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est clairement réprimandable et avec des amendes qui sont très élevées. Ça va être plus de 3,4 milliards, 4 millions d'euros, c'est quand même pas mal pour. C'est vrai que c'est des C'est amendes quand très même pas très mal. très très importants, hein, c'est vrai. Voilà donc Mm. par rapport à cette question hein, de Andy Morrison justement qu'on a vu hein, Mais en actualité. ce qu'on fera, Johan, c'est que j'essaierai d'avoir un peu plus d'informations et de donner Oui. peut-être d'ici la semaine, de donner d'autres éléments évidemment, parce que là, c'est des informations comme vous et moi, on les a eues au niveau des médias, d'accord? Donc, Mm. il est important qu'on ait quand même un retour et qu'on puisse écouter aussi, parce que c'est notre métier. Hein. Moi, je vous donne une tendance. En tout cas, voilà ce qui est aujourd'hui, ce qui est le retour que nous avons nous, les professionnels. Ça Mm. voudrait dire que Johan fait partie d'une école de ski, n'importe laquelle, et que il voudrait enseigner et qu'on lui permettait pas d'enseigner de manière totalement libre. Voilà. En fait, c'est ça. C'est tout simplement ça le sujet qui, la communauté européenne et d'autres instances ont tapé fort sur la table. Mm. Et c'est déjà arrivé dans le passé, ce genre d'amende aussi élevée? Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, Non. non, non, c'est une grande première. Hein. C'est une grande première dans l'histoire. Hein. Donc voilà. Ça fait évidemment un effet, comme on dit dans le jargon, ça fait un effet boule de neige. Il y a des choses qui, vous voyez, au bout d'un certain temps, il y a des gens qui sont pas nécessairement au courant. En tout cas, j'imagine que l'ensemble des moniteurs de ski qui appartiennent aux ESF n'étaient pas au courant de ce genre de situation. En tout cas, quand on signe une carte et des choses comme ça, aujourd'hui, la loi est arrivée, la loi réprimande certaines actions qui ne sont pas à la hauteur de ce qui normalement devrait être fait. Mm. Voilà. Bon, on en reparlera. Hein. On va essayer, Marc, il va essayer d'avoir un peu plus d'informations dans la semaine. On reviendra dessus dans ce 19h glisse. Merci, Marc, pour justement avoir répondu à cette question vraiment très intéressante. Hein. En plus, c'est vraiment l'actualité du jour. Voilà, pour ces questions, j'en ai plus pour le moment. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'en ai une, moi, justement, par rapport à cette saison de ski hein, qui va s'achever. Bah, on va dire, il reste encore 1 mois et demi à peu près de compétition. Surtout au niveau du ski alpin, qu'avez-vous pensé justement depuis le début hein, on était ensemble de cette saison 2025-2026 au niveau du ski alpin. Moi, j'ai trouvé alors cette année, vous savez, les deux grands axes de ces années-là, donc les Jeux Olympiques, qui restent une institution, mais aussi le classement de la Coupe du Monde, hein, qui est de toute façon tous les ans, donc c'est l'équivalent des championnats de France de football, hein, pour être clair. La Coupe du Monde, c'est ça. C'est un championnat de France de rugby ou un championnat de France de football. Mais on appelle ça une Coupe du Monde. Bon, c'est comme ça, c'est le ski alpin. On a vu des conditions atmosphériques, encore une fois, complètement diverses et changeantes, avec des qualités de neige différentes. Moi, la seule chose que j'ai notée, c'est que les calendriers deviennent de plus en plus denses. Pour, par exemple, les athlètes, et notamment les féminines, j'ai trouvé que le calendrier enchaîné semaine après semaine, et elles sont pas beaucoup, hein. Il y avait Emma Escher, on en a parlé, l'allemande, qui pour l'instant qui se bat avec Cyprine, puisque Cyprine, elle a encore regagné comme spécial de Horé, mais Emma Escher, l'allemande, qui se bat pour le classement général, fait toutes les disciplines. Et je peux vous dire que quand j'ai regardé les calendriers, waouh, c'est du costaud. C'est même, à mon avis, un peu trop. C'est-à-dire qu'on tombe vraiment un peu dans l'excès. Donc, je pense que
c'est peut-être un sujet ou en tout cas des discussions au niveau de l'organisation de la fédération internationale pour voir que j'ai vu que les garçons avaient un programme complètement différent, mais vraiment les filles, les compétitions entre la descente, le supergéant, le géant et le slalom, ça s'est empilé semaine après semaine. Donc, vous arrivez en fin de saison, waouh. Et puis, souvent, le dilemme de tout ça, c'est qu'il y a le risque de blessure. Et on n'est pas là non plus pour faire du sport de haut niveau, pour avoir des compétitions qui s'empilent les unes après les autres, et qu'on sait que, globalement, le seul souci qu'on a, c'est quand même des blessures, et c'est pas non plus le but de notre sport. Voilà, donc pour cette saison, hein, il n'est pas encore fini, hein, ça va durer au moins jusqu'à fin avril, hein, c'est ça, au moins. Oui, les dernières compétitions internationales. Mais vous savez, après, tout de suite, en hémisphère sud, puisqu'on va basculer hémisphère sud, donc l'Argentine, Chili, Australie, Nouvelle-Zélande, ben, ça rattaque assez rapidement aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les programmes, ben oui, puisque là-bas c'est l'hiver. Donc nous, on est en phase printemps-été. De l'autre côté, c'est l'hiver et les compétitions ont aussi leur place sur les continents quand ils ont des saisons décalées par rapport à nous. Voilà. Donc, on a encore le temps d'en parler, Marc, justement, de cette saison. Elle n'est pas encore finie. Hein. Voilà pour donc cette émission. Les prochains rendez-vous au niveau de la glisse, Marc? Ben donc, il y a les finales de Coupe du Monde qui vont maintenant arriver à Fitiel, en Norvège, si je me trompe pas. Donc là, il y a, en Norvège. En fait, en Norvège, pardon, il y a, donc il y a toutes les épreuves. Il y a la défense, le super-géant, le géant et le slalom. Alors, il y a les 25 au classement de la WVSL, le classement mondial, plus les titres de champion du monde junior qui sont invités. Donc, c'est des courses plutôt très courtes, hein. Donc, alternativement, géant, slalom, garçon, filles. On aura aussi de l'autre côté en biathlon les finales de Coupe du Monde à Oslo en Norvège, qui est quand même la mecque du biathlon et du ski de fond. Hein. Moi, j'ai le souvenir. Moi, je courais, je crois que dans les années 80-85, enfin avant, il y avait à Oslo, il y avait plus de 100 000 spectateurs. Ah oui, ça rigole pas. Le long des pistes. Hallucinant. Donc, ils ont vraiment un domaine tout ce qui est biathlon, ski de fond. Ils ont aussi tout ce qui est les tremplins de saut à ski. Et là-bas, vous êtes dans la mecque du nordique, tout simplement. Et il y a quand même, c'est une institution dans ces pays-là. Quand ils disent qu'ils vont faire du ski, en fait, c'est du ski de fond chez eux. Ah oui. et vous avez plus de 100 000 spectateurs, qui est totalement hallucinant. Quand on parle de certains stades de football avec 60 000, 80 000 spectateurs, et que vous avez pour des épreuves de nordique plus de 100 000 spectateurs, c'est magnifique, Ça va être impressionnant à voir, ça c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Voilà pour donc ces compétitions qui vont donc se dérouler, on en reparlera avec le débrief la semaine prochaine. Voilà, on a fait le tour, Marc, de ce journal de la glisse. Un petit dernier mot avant de se quitter? Non, moi je suis encore demain sur Val d'Isère avec un ami turc, puisque vous savez, j'ai fait partie, j'étais entraîneur de l'équipe turque de démonstration synchronisée par équipe. Donc le capitaine est là, ils veulent continuer à travailler là-bas, donc ils sont sur Val d'Isère. Et puis après moi, je suis allé faire un petit tour sur Barcelonnette parce que j'ai mes amis de l'autre côté du ski études et il y en a notamment un qui était au ski Pilagine, qui est maire, qui a été élu au premier tour maire de Sénuzalos et Alos, et puis d'autres qui sont aussi premier adjoint au maire, sont rebasculés dans les Alpes du Sud, avant de revenir après sur Val d'Isère pour faire les fins de saison, parce qu'il y a une championnat de France qui ont relevé à team, hommes-femmes, début avril, dans toutes les disciplines, et puis après il y aura des épreuves ici. Moi j'ai mes japonaises qui reviennent ici pour finir la saison. Voilà. Et Marc, il est partout, vous avez vu, hein. On arrive toujours à l'avoir. Même au Japon, on a réussi à l'avoir. On s'en souvient quand il était au Japon. Voilà, merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous. Et puis merci également à tous ceux qui ont posé les questions en direct. On se retrouve très prochainement, Marc, pour encore parler de glisse dans nos prochaines émissions. Oui, peut-être d'ici fin de semaine, puisqu'on a abordé le sujet, on va essayer de Justement. creuser un petit peu
Ouais, on va essayer de recreuser tout ça, évidemment. Voilà. Et on en Voilà. reparlera dans la semaine. Voilà, d'accord. Bah, merci beaucoup, Marc. Belle soirée à vous. Du côté de Val d'Isère, il était Marc. Et non pas Megève, c'est bien Val d'Isère. C'est pour ça qu'on a mis Val d'Isère ce soir. On le retrouvera dans la semaine, justement, pour reparler de ce dossier par rapport à cette amende qui était infligée par la concurrence envers l'ESF. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Belle soirée. Puis on se retrouve dans la semaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci, ciao, ciao, Johan. À bientôt. Belle soirée, merci. Voilà pour ce journal de la glisse de Marc Garcia à retrouver, vous le savez, régulièrement dans le 19h en direct et également il sera disponible en replay dès demain sur l'ensemble de nos plateformes de la place du village. Merci à vous tous de nous avoir suivis.